Merci pour votre invitation, c'est un plaisir pour moi que d'être là, enfin un plaisir. Disons qu'à partir du moment où c'est nécessaire, c'est aussi un devoir, à mon sens, pour moi, que d'être là. Je crois que la séquence s'appelle donc Pour en finir avec la justice d'État, un vaste programme. Ça voudrait dire en finir avec une très longue histoire, et une histoire qui a commencé au milieu du Moyen-Âge à peu près, et qui nous engage depuis, sans artifice rhétorique ou scolastique. Et je vais essayer, avec les quelques minutes que j'ai, de faire une mise en perspective dans le temps long de ce qui nous engage justement aujourd'hui dans la justice d'État, en partant de deux séries de questions qui m'ont semblé se dégager en suivant un peu l'affaire de Tarnac. L'une qui consiste justement à se demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire confiance à la justice de son pays, à la justice d'État, à l'état de droit, jusqu'à quel point, dans quelle mesure est-ce qu'on peut échapper à la justice politique, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire à la justice injuste parce que politique, c'est comme ça qu'on l'entend. Il pourrait y avoir une justice politique juste, et on pourrait dire que toute justice qui s'exerce justement est politique, mais en bonne part. Bien sûr, la question c'est est-ce que l'on peut échapper à une justice politisée, distordue, aux fins de servir l'État ou de servir les groupes qui ont pris possession de l'État. Est-ce qu'il y a moyen d'y échapper dans ce cadre-là? La question qui est posée aujourd'hui se présente dans des termes radicaux, puisqu'on y voit tout de suite une aspiration à une justice sans État. Premier ordre de question, donc est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce que ça passe par un assaut à l'État, par la construction d'une justice qui s'en libère? Et en quels termes est-ce que l'État exerce son emprise sur la justice, y compris au quotidien? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a continuum, disons, entre des farces comme celle qui est mise en scène depuis une semaine et une justice qui protège les innocents de ceux qui veulent leur faire du mal? Dans quelle mesure est-ce que les deux sont liés historiquement? Et puis, deuxième ordre de question, évidemment, partant de là, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une justice sans État? Comment est-ce que ça pourrait bien se présenter? Comment est-ce que ça s'est présenté, la justice, à une époque où les institutions d'État telles que nous les connaissons n'avaient pas pris forme, n'avaient pas développé leur emprise, où cette institutionnalisation dont nous sommes héritiers et qui a commencé vers 1150-1200, avant donc que cette institutionnalisation se développe, à quoi ça ressemblait, et là, évidemment, une fois que j'en aurai un petit peu parlé, je me tournerai avec d'autant plus d'intérêt vers ce que Jérôme pourra nous dire des expériences contemporaines de la justice sans institution hégémonique. Alors ces deux ordres de questions correspondent finalement à deux grandes thématiques, deux grandes choses que je voudrais vous dire. Deux assez mauvaises nouvelles finalement en provenance du Moyen-Âge peut-être. La première qui concerne justement l'histoire de la justice hégémonique, de ce que les historiens, justement, pour saisir ce qui change, c'est souvent le plus difficile pour nous. Les continuités, en réalité, quand on regarde de près, semblent toujours dominées, et on n'en arrive plus à comprendre ce qui change. Les historiens qui s'intéressent à ce qui change entre 1150 et 1250 de manière décisive ont développé l'idée d'une justice hégémonique, justement, qui peu à peu, très lentement, absorbe, se met à dominer d'autres manières de régler les conflits préexistantes, immanentes aux communautés, si l'on veut, qui vont devenir minoritaires, qui vont se trouver pour certaines interdites, et faire place donc à des procédures, un système de la preuve que l'historiographie traditionnelle désigne comme rationnel et qui nous est très familier, c'est le nôtre, c'est la vérité dure comme du bois. C'est donc un système judiciaire qui est adossé à un système cognitif dans lequel des procédures sont définies institutionnellement, des compétences distribuées socialement,
à des techniciens, des lettrés, c'est l'époque où l'écrit envahit la sphère publique, où se développe massivement, où explosent les bureaucraties, c'est l'époque aussi où apparaît le papier, ce qui est un support matériel absolument nécessaire. Toutes ces techniques donc bien arrêtées, codifiées, préétablies, dont il y a des spécialistes, qui servent judiciairement à reconstruire la vérité, à approcher au plus près des faits qui ne sont plus là et qu'il faut retrouver, établir autant que possible, au-delà du doute raisonnable, si c'est possible. Ces techniques correspondent et ont été identifiées comme le développement d'une justice hégémonique au sens où elle arrive pour la première fois à briser les solidarités des communautés face à l'extérieur, face à des pouvoirs qui s'exercent sur les territoires élargis et qui viennent de l'extérieur de la communauté sans passer par des intermédiaires, par des notables, par des hommes dont l'autorité, qu'on appelle les bons hommes, a été sécrétée dans la vie sociale, sans passer par ces gens-là, mais radicalement de l'extérieur, mettre leur nez dans les affaires des communautés et les dominer, renforcer la domination qui s'exerce sur elles. Les historiens donc parlent de justice hégémonique pour souligner ce résultat et les identifier par opposition à ce qu'ils appellent les justices négociées, transactionnelles, régulatrices, qui prédominaient jusque-là. La mauvaise nouvelle que j'avais à donner, mais elle va surprendre personne, je pense, aujourd'hui, c'est que dès le départ, dès les premiers temps, dès les premières décennies, à partir de 1150-1200, où se développent ces justices hégémoniques fondées sur des procédures de type inquisitoire, avec un système de la preuve rationnel, eh bien dès le départ, ça revient à mettre en place ce que j'ai appelé un régime d'exception, un état permanent d'exception potentielle. Un état permanent d'exception potentielle dont je pense nous ne sommes pas sortis et dont je ne sais pas bien comment on peut sortir, mais qui est en définitive sans doute la vérité ultime de l'état de droit. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais le dire en deux mots. Je pense que les gens de Tarnac subissent aujourd'hui les effets de cet état permanent d'exception potentielle qui peut être formalisé, comme c'est le cas en ce qui les concerne dans une large mesure, qui peut aussi être aussi de facto, et ça on l'a vu dans plusieurs affaires de pédophilie très nettement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on l'a vu à Outreau par exemple, où c'est même pas un régime d'exception légale encore encadré qui se met en œuvre, c'est tout simplement que les agents de la justice, ceux qui ont été formés à l'école de la magistrature, le juge Outreau, etc., ne suivent plus les règles. Je veux dire, il y a dans l'interrogatoire des choses qui se disent et qui vont à l'encontre de la thèse accusatoire, et ils demandent au greffier de s'arrêter, de ne pas noter, tout simplement. C'est-à-dire que, c'est la pulsion même des spécialistes les plus rigoureux du droit qui, dans ces situations-là, vient mettre en œuvre ce régime d'exception parce que cette qualification-là de pédophilie, selon un adage médiéval qui apparaît avec les justices hégémoniques, elle entraîne la suspension de toutes les règles. Faire un petit peu de latin, si vous voulez, propter enormitatem delicti, à cause de l'énormité du crime, licet leges transgredi, on peut passer outre aux lois, c'est un adage juridique, qui est mis en avant par le plus grand juriste du XIVe siècle, par quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de prendre les règles à la légère, puisqu'il a écrit des centaines de traités extrêmement érudits, géniaux pour beaucoup d'entre eux, d'interprétation de jurisprudence, Bald, donc, dit très clairement et glose cette idée qui est encore parfaitement valable en raison de l'énormité ou de l'atrocité, c'est le concept romain, énormité c'est le concept christianisé, du crime, licet leges transgredi, ceux qui se font le bras de la loi et qui la mettent en œuvre peuvent et même doivent les transgresser. Je disais donc que dès le départ, au moment où ces procédures rationnelles, très rassurantes et qui nous sont très familières, se mettent en place, la potentialité de l'exception et assez fréquemment son actualisation, donc la potentialité du détournement de la justice, des fonctions de justice, disons,
au profit des intérêts des groupes qui maîtrisent l'État, apparaissent. Les procès politiques, si vous voulez, apparaissent en même temps que les procès inquisitoires, rationnels, contradictoires. Au même moment, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Je vais juste mettre en avant 2 ou 3 éléments qui fondent cette justice hégémonique inquisitoire. Pas seulement pour le pire. Si ça a marché, si ça marche encore, c'est qu'il y a de bonnes raisons. C'est très efficace, c'est même souvent souhaitable de procéder de cette façon. Le premier élément, c'est celui de la possibilité de l'autosaisine par les institutions. C'est-à-dire qu'elles peuvent se saisir d'un délit qui est constaté de manière informelle sans que se présente une partie qui demande l'intervention du juge, qui demande réparation, qui demande que justice soit faite. On trouve un cadavre dans la rue. Jusque-là, théoriquement, s'il n'y a personne pour venir demander à ce que l'homicide ou les homicides soient recherchés et punis, il n'y a pas de fonction judiciaire d'ordre public qui soit formalisée. Et ça, c'est une très vieille réalité. Déjà, la justice romaine, de la République romaine, est une justice entre privés. C'est fondamentalement une justice civile. C'est tellement vrai que quand on se met de manière ordinaire à habiliter un juge à dire « je me saisis de cette question, j'enquête sur la vérité de cette affaire, au nom de l'intérêt public », lorsqu'on crée le ministère public, on appelle ça l'extraordinaire. Et tout au long de l'Ancien Régime, cette justice-là va être désignée comme la justice extraordinaire, par opposition à l'ordinaire qui est essentiellement la justice civile. On la mettra en œuvre tous les jours, mais techniquement, ça s'appelle l'extraordinaire. Parce que la tradition de la justice, y compris romaine, puis occidentale, est d'abord une tradition de régulation. C'est quelque chose dont Nietzsche a très bien dit le dernier mot. C'est une justice qui ne peut se faire qu'entre égaux, à peu près, et qui vient éviter, de manière économique finalement, qu'il y ait trop de dégâts. C'est-à-dire que les 2 parties d'égale force, dont l'une s'estime lésée, n'en viennent pas à la guerre civile. Qu'on résolve le problème de manière plus économique pour tout le monde. La première formalisation de cette capacité des institutions à se saisir d'une affaire et à la juger en vérité, elle a lieu très exactement dans la législation en 1215, et c'est dans l'Église que ça se fait, d'abord, au nom de l'intérêt public, si la mauvaise renommée de quelqu'un, ou si la renommée que quelque chose de délictueux a été fait, le juge peut se mettre en branle les institutions, rechercher la vérité, entendre des témoignages à charge et à décharge, arrêter des gens sans qu'il y ait d'accusateur. Ce qui est un tremblement de terre dans la tradition juridique. Est-ce que l'Église ne peut imposer qu'en se référant, c'est intéressant de le signaler au passage quand même, aux plus hautes autorités qui soient, pour faire taire les juristes, qui expliquent qu'un procès doit toujours être l'affaire de 3 personnes, un juge, 2 parties, le juge étant arbitre, et 2 adversaires, la vérité absolue n'étant pas la question étant de savoir qui des 2, selon l'arbitre, aura fait valoir les meilleurs moyens de preuve. Dans cette nouvelle situation, le procès devient l'affaire de 2 personnes. L'État, qui est le juge supérieur, disons, et l'accusé. Ce qui est, dans la tradition romaine, tout à fait inique. Pour imposer ça, le pape est obligé de faire référence à la Genèse et à la manière dont Dieu raconte qu'il a puni Sodome. Et derrière tout l'état de droit judiciaire qui est le nôtre encore aujourd'hui, il y a cette histoire de Sodome et cette glose cléricale à la manière dont Dieu dit « La rumeur des crimes des habitants de Sodome est montée à moi, mais je ne les punirai pas directement. Je veux d'abord la vérifier. Et je descendrai pour voir. » C'est le début de la tradition d'enquête. Les enquêteurs sont toujours assimilés dans le droit ancien aux 2 anges que Dieu envoie à Sodome, sur place, pour voir si les habitants de Sodome sont effectivement si méchants qu'on le dit, s'ils respectent si peu les règles de l'hospitalité, s'ils sont si débauchés. Vous connaissez l'histoire. Les habitants de Sodome, aussitôt les anges en vue, essaient de les attraper pour les violer. Et c'est Lot qui les sauve en donnant à sa place ses filles pour les calmer.
raison pour laquelle Lot sera le seul épargné, quand le feu s'abattra sur Sodome. Cette histoire du juge supérieur surplombant qui délègue des agents, ça va être les enquêteurs, qui vont être en mesure d'aller entendre des témoignages pour et des témoignages contre, et qui vont renvoyer un rapport au vu duquel on statuera. C'est ça, la tradition de la justice hégémonique, de la justice d'État. Elle implique donc, explique les canonistes, très vite rejoints par les civilistes, que celui qui juge ne cherche pas à venir à bout d'un adversaire, mais cherche la vérité. Et il lui sera enjoint, dans plusieurs textes, de faire des enquêtes contradictoires. On doit entendre à décharge aussi. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait rassurant. Le problème, c'est qu'évidemment, la sociologie, comme toujours, subsume la technique juridique et toutes les formes, et en définitive, en même temps, commencent des procès politiques dans lesquels, de manière plus ou moins formalisée, il y a des exceptions. Et bien sûr, la situation par excellence d'exception, c'est celle de l'hérésie, des gens dont les supposés crimes remettent en cause radicalement l'ordre social dans son ensemble. Contre cela, évidemment, il faudra aller plus vite. Donc on fera un ordo abbreviatus, disent les textes. On fera une procédure plus rapide. Et il y a une idée toujours de dangerosité à très court terme, qui est toujours mise en avant. Une logique obsidionale, si vous voulez, qui est toujours là, de telle sorte que dans ces situations, le caractère contradictoire de la procédure doit être levé, et évidemment, vous voyez bien que c'est la porte ouverte au détournement radical de cette justice. Plus largement, est-ce que les historiens du droit aiment moins commenter, aiment moins voir même, indépendamment de cette accusation d'hérésie, de cette qualification d'hérésie qui fait sauter toutes les garanties, on se rend compte, quand on regarde de près, que l'ensemble de la sphère du criminel se définit de facto par un type d'imputation, une catégorie juridique, extrêmement labile, protéiforme, à géométrie variable, que les juges peuvent avancer ou retirer selon la situation, et c'est la catégorie d'énormité, atrocité, énormité, qui, selon les circonstances, un vol a été commis à plusieurs reprises, par exemple la récidive peut être une circonstance qui transforme un même acte en acte énorme. Quelque chose a été fait dans des circonstances particulièrement scandaleuses. La qualification va changer et on va parler d'énormité, et dans cette situation, on pourra torturer, on pourra passer outre à l'enquête à décharge. Ça se fait exactement au même moment, et le grand criminel, l'extraordinaire, se trouve défini de cette manière. Cette notion d'énormité, elle mélange l'idée que dans le même acte, il y a eu infraction à la loi, techniquement, il y a eu dommage infligé à des tiers, et il y a eu péché. Il y a eu souillure, et en filigrane, quelque chose comme la remise en cause radicale de l'ordre chrétien. Voilà. Alors, en deçà, qu'est-ce que c'est que ces justices que le développement des justices d'État hégémoniques a fait reculer au point de les faire lentement disparaître? Qu'est-ce que c'est que ces justices communautaires? À quoi est-ce qu'elles ressemblent? Est-ce qu'elles sont souhaitables? C'était la deuxième mauvaise nouvelle que je voulais apporter, c'est qu'à priori, elles nous sont peu sympathiques. Cette question du dehors, qui moi, toujours évidemment, comme tout le monde, me pose problème. Qu'est-ce qu'il y a au dehors? Pensez au premier Foucault, qu'est-ce que c'est que la pensée du dehors? Au dehors, il y a la communauté, en l'occurrence. Et la communauté est quand même, semble-t-il, d'après ce que les sources nous indiquent, assez féroce. Elle n'aime pas tant que ça les individus, elle n'ignore pas du tout la politique au mauvais sens du terme, bien au contraire, les manipulations de toutes sortes. Simplement, les choses se passent de manière plus immanente. Alors, le développement des justices hégémoniques en Occident, il va de pair avec le recul de Lord Ali, avec le recul de ce qu'on appelait, je l'ai dit tout à l'heure, les preuves irrationnelles qui dominent jusque-là.
on n'arrive pas à faire la décision entre deux plaignants qui s'opposent pour un bien, à cause d'un crime. On n'arrive pas à avoir les tenants et les aboutissants de l'affaire. Reste le doute. Comment régler la question sans que la communauté soit mise à feu et à sang par deux parties, par une Fed, Eh bien, la médiatisation, elle se fait par les épreuves. Pour les nobles, c'est l'épreuve du fer. On demande au noble de prendre, s'il a accepté l'épreuve, parce qu'il y a toute une série de rituels légitimants qui font médiation aussi, qui sont mis en œuvre, de toutes sortes, qui impliquent les clercs aussi. Le noble accusé par un adversaire offre l'ordalie du feu, on va lui donner un fer chaud, il va le tenir dans sa main quelques secondes, on va ensuite panser ses plaies, et puis 3 jours après, on va ouvrir le pansement, et selon qu'il est guéri ou pas, un jury émanant de ceux qui font autorité dans la communauté dira s'il est coupable ou pas. Ordalie de l'eau pour les non-nobles, même type de choses, on les ligote, on les plonge dans une barrique d'eau, s'ils coulent et qu'ils ne remontent pas, c'est que Dieu les a acceptés, s'ils remontent et qu'ils flottent, c'est que Dieu les a présentés comme coupables. L'anthropologie juridique, en particulier anglo-saxonne, s'est beaucoup penchée là-dessus, a montré comment ça fonctionnait. En réalité, ce sont les hommes de bien de la communauté dans son ensemble réunie, qui statuent. Un consensus se fait à un moment ou à un autre pour savoir comment Dieu s'est exprimé. Une autre variante étant aussi le duel judiciaire, qui va très longtemps subsister. Les pouvoirs extérieurs vont attaquer très vivement ces types de médiation, parce qu'à maintes reprises, au cours d'épisodes pittoresques dont je vous fais grâce, ils vont se trouver pris en défaut. Les communautés vont se défendre contre des interventions extérieures centralisatrices, comme ça, en procédant à des ordalies qui, toujours, vont donner raison aux opposants issus de la communauté face à l'extérieur. Alors, 3 mots pour finir. En laissant tomber cette affaire de qu'est-ce que du droit, qu'est-ce qu'une justice sans État, qui turlupine énormément les historiens du Moyen-Âge en particulier. Il y a du droit avant 1200, il y en a même beaucoup, mais il n'y a pas d'institution monolithique et centralisée auquel ce droit est adossé. Le droit est une manière de médiation semi-savante, socialement diffuse, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, qui est très présente, mais qui n'est pas adossée à un État et qui préside à une justice fondamentalement régulatrice. Aux États-Unis aujourd'hui, bien des juristes qui connaissent un peu, qui se sont frottés d'histoire du droit pendant leurs études, et bien des médiévistes, des histoires du Moyen-Âge, soulignent que, telle qu'elle fonctionne actuellement, la justice états-unienne ressemble beaucoup à la justice féodale, mais toujours disent en plus juste, en mieux, parce que nous, on est plus raisonnable. Mais enfin, c'est une justice dans laquelle il n'y a pas, vous savez bien, c'est un topos de vérité absolue. O.J. Simpson peut être absous au pénal, comme il l'a été, parce que ses avocats ont été très forts, ils ont su investir toute cette affaire d'un problème de racisme, d'un problème racial, et il peut être en même temps condamné à verser un dédommagement aux civils, comme il l'a été, de millions de dollars, à celle qui n'est pas sa victime, à la famille de celle qui n'est pas sa victime, parce qu'un autre jury a statué autrement. Voilà, comme le système accusatoire, c'est la raison, avec tout ce que ça a avec tout ce que ça peut avoir de terrible. Évidemment, je termine là-dessus, la réponse qui nous vient spontanément, c'est Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. Il faut que ce ne soit pas les mêmes, il faut qu'au sein de l'État, ce soit des groupes différents qui soient en possession, puisque seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et on va voir si c'est le cas dans quelques jours, si le parquet se comporte différemment, si le siège se comporte différemment du parquet. La réponse, elle est là. On sait bien qu'en pratique, après Montesquieu, il y a eu Marx, et que la vérité du droit, c'est certainement le presque bien nommé Philippe Pétel qui l'enseigne, comme vous le savez, et qui la met en pratique à l'université de Montpellier. La vérité du droit, c'est la sociologie du droit, et qu'elle peut prendre la forme, elle peut prendre pour accessoire des cagoules et des battes.
comment imaginer des pouvoirs qui soient séparés non pas seulement formellement et techniquement, juridiquement, mais dans lesquels soient engagés de vrais rapports de force. C'est toute la question du degré d'autonomie des champs. En tout cas, cette généalogie-là peut nous permettre de mieux poser le problème. En tout cas, elle nous y reconduit, d'une certaine façon. Et je suis très curieux, j'ai toujours été, de savoir comment s'en sortent à cet égard des communautés autonomes qui font le choix d'éviter l'hégémonie des institutions. Merci.